est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? Eh bien, c'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Dans l'ombre du leader indépendantiste Patrice Lumumba, un homme calme, écoute et surtout apprend. Cet homme sur lequel la CIA va mettre une pièce va finir par devenir le prochain grand leader du pays continent, le Congo. Il va réussir grâce à son intelligence politique et à ses jeux internationaux à même manipuler les Occidentaux à leur propre jeu. Cet homme-là qui est arrivé à la base pour une transition de 5 ans pour établir la paix dans son pays, en aura finalement fait 32. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que ça vous intéresse d'apprendre à devenir le meilleur dictateur de l'Afrique. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs dictateurs de l'Afrique. L'histoire de Mobutu et de la République démocratique du Congo, partie 2, c'est après le générique. Djanwadi tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Afzal et j'aborde des sujets géopolitiques et géostratégiques sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner et l'outil playlist, va le consulter, il y a plein de vidéos disponibles aujourd'hui. Alors, l'histoire de Mobutu, c'est une histoire très intéressante que j'ai tenu à vous raconter. Mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas d'abord à aller regarder la vidéo sur Patrice Lumumba parce qu'il y a certains éléments dans cette vidéo-là qu'on va pas développer parce qu'ils ont déjà été établis dans la vidéo sur Patrice Lumumba. Donc, sans plus tarder, passons à la vie de Mobutu. C'est le 14 octobre 1930, en plein Congo belge, que Mama Yema va accueillir un nouvel enfant dans sa famille. Cet enfant ne connaîtra pas son père biologique, mais sera tout de suite adopté par le nouveau mari de Mama Yema, Albert Guémani. Avec son nouveau mari, Mama Yema va décider d'appeler cet enfant Joseph Désiré Mobutu. Et très tôt, ce jeune Mobutu-là, il va apprendre à connaître la Belgique. Mais contrairement à tous les enfants de son âge dans le Congo belge de l'époque, Mobutu va connaître la Belgique avec tendresse. Parce que Albert, son père adoptif, est cuisinier dans la famille Delcourt. Monsieur Delcourt est un juge belge installé au Congo. Et avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Mais la madame Delcourt, elle va considérer Mobutu comme son propre fils. Elle va vraiment nouer un lien étroit avec cet enfant qu'elle va souvent, très souvent même, inviter à manger à sa table, sur ses genoux. Elle va le tenir par la main, le promener dans ses balades, etc. Et pour l'époque, là où on a beaucoup d'enfants congolais qui se retrouvaient dans les mines très tôt, dès l'âge de 10 ans, faisaient couper les mains, etc. D'autres se faisaient exécuter parce que leurs parents n'arrivaient pas à produire assez de caoutchouc pour la Belgique. Mobutu, lui, vit une certaine tendresse, un amour avec cette Belgique-là. Parce que Madame Delcourt va représenter pour lui une seconde mère. C'est d'ailleurs elle qui, la première, va lui apprendre à lire, à compter et à écrire en français. Et donc, en 1937, lorsque Mobutu a 7 ans et que la famille Delcourt doit rentrer en Belgique, Madame Delcourt laisse un souvenir joyeux à Mobutu. Pour Mobutu, en ce moment-là, c'est décidé. La Belgique sera une deuxième maison. La Belgique représentera sa mère. En 1938, Mobutu perd son père adoptif. Vraiment, c'est une période très compliquée pour le jeune Mobutu. Et la mère de Mobutu, pour subvenir aux besoins familiaux, va décider de proposer ses services à différents couvents. Et c'est donc comme ça que Mobutu fait la rencontre des missions catholiques. Mobutu, il faut le dire, et c'est vraiment très intéressant, c'est que Mobutu, c'est un enfant très intelligent. Et comme beaucoup d'enfants intelligents, Mobutu va énormément s'ennuyer à l'école. In fine, il va devenir un troubleur. Tous les enseignants en ont marre du petit Mobutu qui est turbulent, désobéissant, mais qui a d'excellentes notes. Donc, que faire de lui? Ne vous méprenez pas. Il y a des enfants turbulents, désobéissants, qui ne sont pas des enfants intelligents qui s'ennuient à l'école.
Tout ça pour dire que pour les enseignants, Mobutu est vraiment insupportable. Et donc pour le redresser un petit peu, on va le forcer à rejoindre l'armée coloniale. En 1953, après avoir rejoint l'armée, il obtient son diplôme de secrétaire dactylographe comptable. Il sort même parmi les majors de sa promo tout en continuant ses classes dans l'armée. Puis en tant que personne vraiment curieuse, Mobutu commence à s'intéresser à plein de domaines et il tombe en amour pour le journalisme. Mobutu décide donc de débuter une carrière de journaliste en 1956. Et quand on voit ce qu'il écrit, Mobutu est un homme très nationaliste. Et c'est vraiment intéressant à savoir. Parce que c'est quelqu'un qui va même devoir prendre un pseudonyme pour ne pas se faire travailler par la force coloniale. Parce qu'il va vraiment écrire des choses, par exemple, pour la hausse des salaires, des choses comme ça, pour aider le peuple congolais. Quelle est la réaction des autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal ? La réaction, n'est-ce pas, est nuancée parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Oui. Il y a 3 mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème des salaires. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que les salaires des ouvriers congolais étaient bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans, comment dirais-je, dans les revendications, oui, n'est-ce pas? Oui, il faut être prudent. Ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas? Je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. Un peu comme Lumumba finalement, c'est un nationaliste qui veut le développement des conditions de vie des Congolais au Congo. La seule différence, c'est que pour Mobutu, on ne crache pas sur la Belgique qui, comme je le rappelle, est sa deuxième maison. Mobutu a une autre vision de la Belgique que Lumumba ne partage pas avec lui. Parce que pour Lumumba, c'est le Congo avant. C'est à Bruxelles, en janvier 1960, que Mobutu va faire la rencontre de Lumumba. Lorsque Lumumba est sorti de prison pour assister à la table ronde sur le débat de l'indépendance congolaise, Mobutu sera choisi comme étant son secrétaire par Lumumba lui-même, qui le connaissait un petit peu, voilà, on sait ce qu'il écrit, etc., etc. Donc, Mobutu, qui se trouvait déjà à Bruxelles, va accueillir Lumumba et ensemble, ils vont participer à la table ronde. Et c'est aussi en ce moment-là que Mobutu va faire la rencontre de personnes vraiment importantes. Par exemple, le roi Baudouin, que Mobutu admire depuis très longtemps à cause de sa classe, à cause de ce côté royal, festif et finalement du respect que les Belges accordent à ce jeune roi, un respect incommensurable, juste parce qu'il a le titre de roi. Mais la rencontre la plus importante ce jour-là, ça reste quand même Larry Devlin. Larry Devlin est le chef de la CIA au Congo. Et ce monsieur-là était venu simplement pour analyser quels étaient les leaders qui sortaient du lot. Avec qui est-ce qu'on pouvait coopérer, avec qui est-ce qu'on ne devrait pas coopérer, qu'est-ce que les États-Unis et la CIA gagneraient à ce que telle ou telle personne soit au pouvoir. Et bien sûr, dans les rapports, il est mentionné plusieurs fois que Mobutu est un potentiel leader plus intéressant que Lumumba. Parce que, comme je le rappelle, Mobutu n'est pas un anti-occidental. Lumumba, lui, est tellement pro-congolais qu'il s'en fout complètement avec qui il travaille. Il pourrait travailler avec l'URSS, pas Mobutu. Et ça, retenez-le bien, parce que ça va jouer énormément dans la suite de l'histoire. À la base, Mobutu, il est vraiment passionné par son travail de journaliste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va longtemps refuser de rejoindre le parti de Lumumba, disant que rejoindre un parti politique pourrait faire en sorte qu'il perde son esprit critique et il ne soit plus objectif vis-à-vis du journalisme. Avec Lumumba, les discussions avec Lumumba, etc., qui tournaient toujours autour de la politique congolaise, il s'est rendu compte que pour changer les choses, à cette époque-là, il fallait réellement avoir une certaine force politique. Il va donc finir par adhérer au parti et par épouser la vision de Lumumba, la vision d'un Congo uni. C'est donc dans ce contexte-là que le 30 juin 1960, le Congo accède à son indépendance. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur Lumumba, Lumumba va largement gagner les élections. Par contre, vu qu'il veut d'un Congo uni, il va décider de fonder un bloc d'alliance, un gouvernement comportant même les classes politiques opposantes à sa vision. Parce que Lumumba et Mobutu ont la vision d'un Congo uni. Tandis que Kasavubu, qui sera nommé président grâce à Lumumba, il faut quand même le rappeler, a une vision fédéraliste. Il veut un Congo géré de façon fédérale. Ce qui va malheureusement conduire à l'ethnicisation des ressources. Et c'est ça que Mobutu et Lumumba ne veulent pas. Dans ce gouvernement-là, Lumumba sera Premier ministre et ministre de la Défense. Kasavubu, lui, sera président. Et Mobutu va devenir secrétaire d'État rattaché à la présidence
Puis plus tard, il deviendra commandant général de l'armée parce que c'était le seul dans le parti de Lumumba à avoir une expérience militaire. C'est autour du 4 juillet 1960, donc très tôt dans l'histoire du Congo, que Mobutu et Lumumba vont avoir leur première discorde. Parce qu'il y a une mutinerie qui arrive au Congo, les soldats congolais revendiquant plusieurs choses. Premièrement, ils souhaitent avoir de meilleurs salaires. Mais surtout, ils veulent avoir des postes à responsabilité. Parce qu'à cette époque-là, l'armée congolaise, qui même si en majorité comporte des Congolais, a des officiers supérieurs belges. En ce moment-là, le ministre de la Défense Lumumba et le commandant de l'armée Mobutu vont essayer ensemble de régler la crise. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Pour Mobutu, l'armée peut quand même garder des Belges comme cadres. Et les soldats congolais doivent se calmer parce que Mobutu n'aime pas le désordre. Par contre, Lumumba, lui, considère que les soldats congolais ont raison et qu'on ne peut pas garder des cadres belges dans une armée congolaise, dans un pays dit indépendant. Lumumba, de son côté, va donc voir que les choses n'avancent pas. Il va prendre parti pour les soldats congolais et commencer à grader de plus en plus de personnes comme ça. Mobutu ne va pas apprécier et donc ça va être les premières frictions entre les deux. C'est en août que les choses vont s'accélérer parce qu'en août 1960, Lumumba sera taxé de communiste. La Maison Blanche va envoyer un message à la CIA du Congo en disant à Larry Devlin qu'il va falloir se débarrasser de Lumumba. Que ce soit politique ou physiquement. Mais si politiquement ça ne fonctionne pas, il va falloir l'éliminer physiquement. Et c'est donc comme ça que Larry Devlin va activer Mobutu. Must have been somewhere between the 12th and the 15th of August that the United States adopted a position that it would be preferable for a new government to come to power, i.e. that Lumumba should go. On aura Mobutu et la Belgique parce que c'est l'amour, avec la CIA, donc les États-Unis, plus la France qui veut gratter au maximum les ressources minières du Congo. De l'autre côté, on aura Lumumba qui va vraiment être très isolé de son côté avec les Lumumbistes, ceux qui suivent sa vision. Et on aura Kasavubu avec d'autres personnes, d'autres leaders qui prônent le fédéralisme du Congo. Donc là, on a 3 camps. Mais comment on est arrivé à cette situation ? En fait, dès le début des mutineries, il y a un homme qui profite du trouble pour sortir de l'ombre. Moïse Tshombe. C'est un homme qui est connu pour ne pas apprécier Patrice Lumumba parce qu'ils ont des visions complètement différentes. Moïse Tshombe, c'est un de ceux, avec Kasavubu et un autre que je vais citer bientôt, qui veulent le fédéralisme au Congo. Ce qui pourrait conduire à l'ethnicisation des ressources minières. Et lorsqu'il y a les mutineries, il profite donc de ça pour proclamer l'indépendance du Katanga, qui est sa province. Lumumba, il n'est pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Mobutu non plus. Et donc, ces deux-là vont décider que le Katanga ne devait pas sortir du Congo. Le problème, c'est que le président Kasavubu, qui est un fédéraliste également, va appuyer Moïse Tshombe. La Belgique, qui déteste Lumumba et qui veut s'emparer des ressources minières du Katanga et du Kasaï, avec l'Union minière, qui est une entreprise belge d'exploitation minière, vont envoyer 300 paracommandos au Katanga, avec 10 avions cargo. De plus, ils vont soutenir la rébellion là-bas avec des mercenaires français comme Bob Denard et d'autres qui sont dans la vidéo sur Patrice Lumumba. De ce fait-là, le Katanga qui veut se détacher, le Kasaï aussi en profite pour faire sécession avec un certain Albert Kolonji. Et Lumumba, qui est hors de lui, veut donc agir. Mais avant d'agir par la voie de force, il décide d'abord de passer par la voie diplomatique. Il va intervenir à l'ONU, il va essayer d'appeler les États-Unis à la rescousse, etc., etc. Personne ne voudra l'aider. Il va donc décider de discuter avec l'URSS. Il ne va même pas discuter avec eux directement. En réalité, il va dire qu'il va le faire. Et de ce fait, il sera taxé de communiste. Et en tant que communiste, la CIA va vouloir l'écarter maintenant physiquement. Et c'est comme je disais, Mobutu sera activé. Et Mobutu, il a une réflexion qui est simple. Il ne peut pas s'allier à Kasavubu pour chasser Lumumba parce qu'il n'épouse pas l'idée et la vision de Kasavubu qui veut un État fédéral congolais. Mais il ne peut plus être l'allié de Lumumba parce que Lumumba, même s'ils ont la même vision du Congo uni, Lumumba est anti-occidental et serait même prêt à travailler avec les communistes de l'URSS pour développer le Congo. Alors que Mobutu est un anti-communiste affirmé et un pro-occidental. Donc Mobutu, pour lui, c'est décidé en ce moment-là. Il va tracer sa propre voie. Que ce soit le président Kasavubu ou le premier ministre Lumumba, c'est bon. Il ne peut travailler avec aucun des deux. Il va donc commencer à mettre en place un plan vraiment stratégique, mais c'est un homme stratégique incroyable. C'est un stratège de folie en fait, Mobutu. Il va donc se poser la question de savoir
lequel entre Lumumba et Kasavubu serait le plus dangereux pour lui. Et en réalité, c'est Lumumba. Puisque en ce moment-là, il a l'aide de la Belgique, de la CIA et de la France, c'est plus simple pour lui d'écarter Lumumba, qui pourtant était un grand ami. Ou en tout cas, du moins, un grand collaborateur. C'est donc comme ça qu'il va d'abord faire un travail incroyable dans la population. Parce qu'il va communiquer en faisant savoir que lui, en tant que chef d'armée, en tant qu'homme de terrain, il n'aime pas le trouble qu'il y a au Congo et il trouve que les politiciens s'amusent avec la vie des Congolais. Et lui, pour mettre un terme à tout ça, il a arrêté Kasavubu, le président, et il a aussi arrêté Lumumba. Le problème, c'est que seul Lumumba est en résidence surveillée. Kasavubu a le droit de circuler comme ça dans la nature au Congo. Il va donc profiter du fait que Lumumba a 3 cibles sur le dos pour s'allier avec les gens qui veulent lui tirer dessus et l'écarter du pouvoir. Maintenant, il y a une question qui reste posée. Est-ce que pour Mobutu, ça allait être une élimination politique pure et simple, dans le sens où peut-être que les puissances occidentales allaient le prendre et ensuite le forcer à l'exil dans un autre pays? Ou bien est-ce qu'il savait que Lumumba allait se faire assassiner? Par contre, une chose est sûre, Mobutu était là quand Lumumba se faisait maltraiter. Mobutu connaissait les enjeux au Katanga et connaissait la haine que la Belgique vouait à Lumumba. Pour moi, et ce n'est que mon avis, Mobutu a fait un choix entre la Belgique et Lumumba. Et ce choix-là s'est tourné vers la Belgique. Et donc, advienne que pourra à Lumumba, tant que lui, il reste ami avec la Belgique et que le Congo garde son intégrité nationale. C'est donc comme ça que Lumumba va être écarté, et je ne vais pas rentrer dans les détails de son assassinat, etc. Mais Lumumba sera écarté. Mais j'ai envie de vous donner plus de détails à ce moment-là pour que vous compreniez à quel point Mobutu est un grand stratège. Parce que Mobutu, il ne veut pas faire les choses au hasard. Sinon, la population qui tient Patrice Lumumba en haute estime pourrait considérer Mobutu comme un traître à la nation. Et ça va devenir compliqué pour lui après pour gérer le pouvoir. Donc, qu'est-ce que Mobutu va faire? Il va attendre que les politiciens se tapent dessus d'abord. Et ça ne va pas tarder, parce que le 5 septembre 1960, Kasavubu, président, se lève et destitue Patrice Lumumba en disant que ce monsieur a fait de la mauvaise gouvernance, etc., etc. Voilà. Et Patrice Lumumba, avec l'aide du Parlement, va faire licencier Kasavubu. Donc, on a un Congo qui n'a plus de tête. Il n'y a pas de premier ministre pour gérer le gouvernement. Il n'y a pas de président aussi dans l'exécutif. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le stratège rentre en jeu. Mobutu, qui est chef d'état-major de l'armée, va sortir et communiquer à la population que lui et l'armée, il précise bien nous sommes fatigués des querelles politiques à ne point finir. C'est la vie des Congolais qui est en jeu et donc de ce fait, je prends mes responsabilités et je mets en état de nuire le président et le premier ministre. Toujours en septembre 1960, lorsqu'il les neutralise tous les deux, il leur dit qu'ils ont jusqu'au 31 décembre de la même année pour se réconcilier et trouver une solution. Chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Sauf qu'aucune solution ne sera jamais trouvée, puisque Kasavubu veut absolument du fédéralisme et considère qu'il est en capacité d'imposer les choses à Lumumba, puisqu'il a le soutien de la France et de la Belgique, qui s'en foutent de qui est au pouvoir. Pour la France et la Belgique, le plus important, c'est qu'eux puissent continuer de piller les ressources minières du Katanga et du Kasaï. Et si vous suivez bien l'histoire de Mobutu jusqu'ici, vous allez comprendre une chose vraiment intéressante. Mobutu à aucun moment ne montre que le pouvoir l'intéresse. Parce que lorsqu'il arrive pour séparer Kasavubu et Lumumba, il se présente comme un leader nationaliste, chef de l'armée, qui déteste les querelles politiques et qui veut la paix de la nation. Pour lui, les politiciens s'en foutent de la vie des Congolais et lui, en tant qu'homme mature qui s'en fout des querelles politiques, il a décidé d'y mettre un terme. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content.
comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. On est en janvier 1961 et Lumumba est mort. Mobutu est donc en face de son dernier problème, Kasavubu. Mais Kasavubu pour lui n'est pas vraiment un problème parce qu'il a de la facilité un peu à le manipuler. C'est un mot un peu fort effectivement, mais c'est la réalité. Donc comme prévu, Mobutu va avoir l'ascendant sur Kasavubu et va l'obliger à partager le pouvoir. Cependant, il va communiquer énormément à la population le fait que lui, il est venu, il a mis la paix, il a réglé la situation et donc lui et son armée ne se mêlent plus du pouvoir. Avec la mort de Lumumba, plusieurs Lumumbis lancent une rébellion. Ils vont gagner beaucoup de terrain d'ailleurs et Mobutu va décider de prendre les choses en main. La vérité, c'est que Mobutu n'est pas un excellent militaire. C'est un très bon stratège politique qui a une formation militaire. Mais ce n'est pas un général d'armée exceptionnel. Parce que c'est avec l'aide des États-Unis et de la Belgique qu'il va réussir à repousser les Lumumbis. Bien sûr, il va s'attribuer tout le mérite en ne cessant de vanter tous les risques qu'il a pris en allant lui-même sur le terrain. Ce qui en soi n'est pas faux. Il est allé sur le terrain, il aurait pu se faire tuer. Par contre, ce n'est pas lui qui a mené les assauts sur le terrain. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Malgré ça, il sort de la guerre avec une communication intéressante dans le sens où il est en train de devenir un héros national. C'est un homme qui n'a pas envie spécialement d'être président de la République ou politicien. C'est un homme qui veut la paix et l'unification du Congo. C'est comme ça qu'il est vu et c'est comme ça qu'il communique. Donc en tant que héros national, il va forcer Kasavubu à le nommer lieutenant général de l'armée congolaise. Le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise. Il va continuer de communiquer. J'insiste vraiment sur la communication parce que c'est très très important dans la vie des nouveaux dictateurs. Parce qu'on ne naît pas dictateur, on le devient. D'une part, c'est la faute des Africains aussi, du peuple, mais d'autre part, c'est la faute aussi de la personne. Parce que là, Mobutu, il va communiquer énormément sur le fait que il est le nouveau héros de guerre, il est le pacificateur, il est celui qui s'en fout de la politique, il déteste la mauvaise gouvernance et il trouve que les politiciens s'enrichissent sur le dos des Congolais. Et de ce fait, comme je vous l'ai dit encore une fois, Mobutu est un grand stratège. Il n'agit pas au hasard. Parce que toi, jeune dictateur en devenir, quand tu agis au hasard, tu détruis ton capital sympathie au niveau de la population et on ne te prend plus au sérieux. Et Mobutu, il le sait. Donc, il va aller de façon très stratégique. Aujourd'hui, je trouve que les dictateurs qui existent dans ce monde-là sont quand même assez malins dans leur façon de gérer leur communication. Mais allons-y étape par étape. En 1964, donc la guerre est finie, etc., Moïse Tshombe, l'ancien sécessionniste qui a eu l'appui de la Belgique, est devenu premier ministre de Kasavubu. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment intéressant de voir comment les politiciens là n'ont honte de rien. Il devient le premier ministre de Kasavubu et malheureusement pour Kasavubu, il prend plus de lumière que lui-même. Kasavubu qui veut se faire réélire voit d'un très mauvais œil le fait que Tshombe soit aussi adulé par les populations. Et donc, il va le licencier. Le truc, c'est que Tshombe, licencié, il va commencer à dire que Kasavubu est tout simplement un jaloux. Mais en octobre 65, lorsque Tshombe est renvoyé, c'est Évariste Kimba qui va prendre le poste de Premier ministre. Et ce nom-là est très important pour la suite. Retenez-le très bien, s'il vous plaît. Et donc, en novembre 1965, Mobutu va ressortir encore les mêmes phrases. Le Congo est mal gouverné. Le Congo a une classe politique qui s'en fout des Congolais. La classe politique congolaise s'enrichit sur le dos des Congolais. La corruption mine le pays. Il n'y a pas de discipline dans le pays, etc., etc. Et de ce fait, son armée et lui ont décidé d'imposer une transition de 5 ans. Je répète, son armée et lui ont décidé d'imposer une transition de 5 ans afin de restituer la paix, de redresser l'économie et de remettre le pouvoir aux civils. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques.
Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Voilà, les gens qui viennent pour 5 ans, et puis après 32 ans au pouvoir, quand même. Vous aussi. Il faut respecter ce que vous dites un peu, monsieur Mobutu. Et c'est donc ainsi que Mobutu accède à la présidence. Dans cette deuxième partie-là, nous allons parler de Mobutu au pouvoir. C'est curieux, mais généralement, tous ceux qui arrivent au pouvoir par la force des armes ont finalement peur de se faire renverser de la même manière. Je trouve ça très paradoxal avec les êtres humains. Le truc, c'est que généralement, ces mêmes personnes-là qui ont très peur de se faire renverser, comme eux ont renversé les autres, voient des complots dans tout ce qui est opposition. Dès que vous êtes en opposition avec ce que la personne fait, avec la vision de la personne, vous êtes un traître. Et ça devient des complots, etc. J'aimerais juste rappeler ici que on peut très bien être contre un président et tout même son gouvernement. On peut être contre tout un gouvernement sans être un traître à la nation. En ce moment-là, Mobutu veut asseoir son pouvoir et il veut éviter que la classe politique lui fasse ce que lui il a fait. Et donc pour asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a 2 manières d'asseoir son pouvoir. Premièrement, au niveau de la population civile, donc la majorité des États africains, il faut leur donner de l'espoir. Ensuite, pour la classe intellectuelle qui peut te renverser, il faut leur faire peur. En réalité, c'est les 2 méthodes-là qu'il faut appliquer en même temps pour pouvoir s'assurer un très long séjour à la présidence. Pour revenir un peu plus centrer le débat sur l'histoire de Mobutu, c'est que dès mars 1966, Mobutu supprime l'obligation de faire passer ses décisions par le Parlement. Ce qui signifie donc que toutes ces décisions deviennent des lois. Et ça, il y a un homme qui ne le tolère pas. Cet homme, c'est Emmanuel Bamba, qui va souligner le fait que le Parlement existe justement pour valider ou invalider les décisions du président. Et donc le fait de supprimer cette obligation que les décisions du président passent par le Parlement, c'est comme décider que le Parlement n'avait plus de travail. À quoi bon? Beaucoup de leaders politiques vont l'acclamer, très peu vont le suivre. Mais parmi ceux qui vont le suivre, il y aura un certain Évariste Kimba. Avec 2 autres politiciens, ils vont commencer à discuter de temps en temps du fait que Mobutu exagère sur sa manière de gérer l'État. Et donc Mobutu, qui voit là un exemple parfait pour asseoir son pouvoir, va tendre un piège à ses leaders politiques. Il va envoyer des espions de l'armée, va envoyer des gens de l'armée leur parler en leur faisant savoir que même dans l'armée, il y a des gens qui sont contre Mobutu, qui trouvent que Mobutu est trop dur, qui trouvent que Mobutu veut s'accaparer du pouvoir, etc. Et ces politiciens vont se sentir en confiance avec ces frères congolais qui partagent leur avis. Ce ne sont pas des gens qui sont contre le Congo. Ce sont des gens qui n'aiment pas la façon de diriger de Mobutu. Il est arrivé par les armes, il n'est pas arrivé par les urnes. Il est arrivé aussi et il commence à dire que tout ce que lui dit, c'est ça qu'on doit faire. Mais ils sont pas d'accord et ils ont le droit de pas être d'accord avec ça. Les coups d'État, moi je suis pas personnellement pour les coups d'État, hein, mais tout ce que je tiens à dire, c'est que si tu arrives par coup d'État au pouvoir, dis-toi que quelqu'un d'autre veut te faire un coup d'État. Ça c'est normal. Parce que tu arrives par coup d'État au pouvoir. Ça veut dire que tu as la force. Donc demain, quelqu'un d'autre qui a la force, il te fait tomber et puis il prend le pouvoir aussi. C'est comme ça. Si le pays là on le gère par la force, c'est la force aussi qui va te déstabiliser. Donc Mobutu, lui, c'est ça. Et donc Mobutu, ce que lui va se dire, c'est que vu que moi j'ai la force, je vais montrer que dans ce pays, il n'y a personne qui a plus la force que moi. Et c'est ce qu'il va faire. Donc en tendant le piège à ces leaders politiques-là, eux, ils vont se sentir en confiance avec les espions. Ils vont discuter. Et un jour, lors d'un meeting, ils vont parler du fait qu'il y a possibilité de renverser Mobutu. Dès que ces mots-là sortent de leur bouche, renverser Mobutu, les services spéciaux sortent des murs, des couloirs, des serveurs qui sont en fait des services secrets. Bref, il y a des militaires qui sortent de partout, on ne sait pas comment, qui les attrapent, qui les mettent en prison. Mobutu, on est toujours en mars, hein, mais Mobutu ne va même pas attendre longtemps. Parce que le 30 mai de la même année, ils se feront pendre devant tout le monde. Donc les 4 politiciens se feront pendre pour haute trahison et tentative de déstabilisation de l'État devant tout le peuple congolais dans un stade. C'est-à-dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous.
Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Mobutu, en ce moment-là, c'est une communication et une propagande de malade. Mobutu est en train de dire « Personne n'a le droit d'essayer ou de penser à me renverser. » Le message est clair et net. Vous qui pensez que vous êtes des opposants là, si vous faites la même chose. Donc, c'était l'exemple. Ils ont été un exemple et malheureusement, c'est des martyrs en fait de ce que je pourrais appeler la tyrannie du pouvoir. Parce que les gens qui arrivent au pouvoir et qui pensent que leur vision est vraiment la meilleure finissent par devenir des tyrans parce qu'ils veulent absolument que tout le monde épouse leur vision. Et ça devient problématique. Comme là, on a 4 politiciens qui se font pendre devant la place publique. Donc, comme je disais, les 2 premières règles, c'est que la première règle, faites taire les intellectuels, c'est réglé. On a fait taire les intellectuels parce que plus aucun opposant ne va vouloir parler encore. De l'autre côté maintenant, la population commence à avoir peur de Mobutu. Donc, il faut pouvoir donner de l'espoir au peuple. Et pour ça, Mobutu, il est encore au-dessus de la mêlée des dictateurs. Il est trop fort, le monsieur Mobutu. Vraiment un homme intelligent. Au début, vu que la population commence à avoir peur de Mobutu, Mobutu va faire passer son acte pour un acte patriotique. Parce que lui, il en a marre des déstabilisations du Congo. Lui, il en a marre des querelles politiques. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on épouse sa vision et qu'on travaille sur un Congo uni et un Congo qui peut se redresser économiquement. C'est beau. Quand vous entendez Mobutu parler, c'est beau. Ça donne envie de le suivre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va autant durer au pouvoir, parce que les Congolais vont apprendre à l'aimer en fait, ce monsieur. La réalité, c'est ça. C'est un homme classe, charismatique et qui sait parler au peuple. Donc les gens vont apprendre à l'aimer et le considérer vraiment comme un héros national. Mais à ce moment-là, Mobutu a créé la crainte un peu dans la population. Donc malgré qu'il dit que tout ce qu'il fait est patriotique, on sent qu'il y a une tension entre lui et le peuple. Le 30 juin 1966, il va donc décider de mettre Patrice Lumumba à l'honneur. Il va le nommer héros national. Il va dresser une statue, etc., etc. Faire un discours émouvant pour dire aux Congolais, c'est le premier mort de l'indépendance. C'est celui qui s'est battu pour le Congo et qui en est mort parce que les forces du mal ne veulent pas d'un Congo révolutionnaire, ne veulent pas d'un Congo qui se relève, etc., etc. Il va vraiment bien encenser la population qui va adorer son message. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. Sauf que les populations congolaises ne savent pas encore la vérité sur comment est-ce que tout ça s'est passé et que Mobutu y est pour quelque chose à la mort de Lumumba. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler quand même que les gens n'ont pas la conscience politique. En tant que grand anticommuniste, il va être accueilli aux États-Unis et dans tous les pays occidentaux comme le grand sage qui a mis la paix au Congo, comme celui qu'il faut soutenir. Vous connaissez la chanson de toute façon, ça a eu lieu avec Kadhafi, ça aura lieu, c'est la même chanson à chaque fois. Que ce soit la Russie ou avant URSS ou peu importe, Chine, etc., que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, peu importe, etc., ils vont toujours adouber les dirigeants africains qui seront plus enclins à leur faciliter le business. Et c'est ça aussi la politique, hein. Je ne juge pas particulièrement, mais si vous avez un leader politique africain qui se fait adouber par les États-Unis, il faut comprendre que les intérêts business sont quand même forts. Si c'est par la Russie, la Chine, c'est la même chose. De toute façon, aucun d'eux n'est pour un véritable développement de l'Afrique. Il va également créer le MPR parce que tout militaire a besoin de son mouvement de révolution. Je ne sais même pas pourquoi les militaires là, aiment autant le mot révolution en réalité. Ça là, est-ce que c'est bon de garder au montage? Bon, en tout cas, il va créer le mouvement populaire de la révolution. Et pour ceux qui connaissent la chose politique, la prochaine étape, c'est interdire les partis d'opposition. L'opposition, c'est interdit. Le MPR devient le seul et unique parti du pays. Pas de parti unique
au Congo. Nous sommes, nous, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Senghor, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition. On se met ensemble, on construit ensemble, voilà. Mais depuis tout à l'heure, je tire. Mais en même temps, quand on m'écoute parler, on sent qu'il y a un petit côté Mobutu, c'est incroyable. Donc Mobutu, en tant que dictateur également, va faire des choses vraiment très bonnes. Il va certes museler des gens, il va faire assassiner plein de monde. C'est pas juste ceux que j'ai cités là qui vont se faire assassiner. Il y aura plein d'assassinats, etc. Il y aura des gens aussi, dès que tu parles, on te met dans l'armée, tout ça. Mais dans tous les cas, il va quand même faire des choses intéressantes. C'est quelqu'un qui est très charismatique, mais s'il y a une chose que les Africains doivent admirer chez Mobutu, je précise, une chose qu'on peut admirer chez lui, c'est le fait qu'il était complètement décomplexé de sa nature de noir. Il n'avait aucun complexe au fait d'être noir. Au contraire, il était même fier de dire qu'il était issu de sa tribu et qu'il était d'abord le descendant de son père, de son grand-père, etc. Et il avait vraiment raison sur ce point-là. Et de ce fait, il va renommer le pays Zaïre pour rompre avec tout lien colonial. Donc, il va rebaptiser le Congo Zaïre. Le fleuve Congo va se faire rebaptiser Zaïre et la monnaie du pays va se faire rebaptiser Zaïre. Et ce qui est intéressant dans ce système des 3 Z, c'est qu'on vient rebooster l'identité nationale des Congolais, des Zaïrois à l'époque. Et ça, c'est vraiment très bien comme système. Il va aller même jusqu'à dire que les prénoms chrétiens devront être évités et il va falloir booster les prénoms nationaux. Il va d'abord se prendre en exemple et complètement délaisser Joseph Désiré Mobutu pour devenir Mobutu Sese Seko Kokumbendo Wasabanga, qui signifierait, bien sûr très humblement, le guerrier tout-puissant, toujours invaincu. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. C'est également dans cette période-là qu'il va faire déboulonner toutes les statues coloniales et il va instaurer vraiment plein de réformes pour qu'on dise que le Zaïre, c'est ça, l'avenir. Et encore une fois, Mobutu sait que l'arme du dominant, c'est l'esprit du dominé. Et dans ce sens-là, les Congolais, comme beaucoup d'Africains, sont des gens qui croient beaucoup à l'église ou à la mosquée, c'est comme vous voulez, mais en tout cas qui croient beaucoup, surtout les Congolais, à l'église. C'est vraiment pas contre les chrétiens, ne vous méprenez pas s'il vous plaît. Et donc, Mobutu va passer par les prêtres et les pasteurs qu'il va payer massivement pour que ceux-là disent à leurs fidèles les week-ends, pendant les prêches de la semaine, etc., que Mobutu détient son pouvoir de Dieu et que de ce fait, il devait être soutenu. Et vous connaissez les pasteurs et les prêtres. Ils ne vont jamais dire clairement « Ah, Mobutu, il détient son pouvoir de Dieu ». Il ne va pas dire ça comme ça. Il va utiliser un verset de la Bible qui dit que telle personne devrait arriver et qui va régler votre situation, etc., etc. Et vous regardez votre situation et ça ressemble très pour très à la description du prêtre ou du pasteur ou du imam. Ça ressemble vraiment. Et il fait une autre description de la personne qui va venir vous sortir de cette situation-là. Et cette description ressemble bizarrement à Mobutu. Donc finalement, le lien se fait presque inconsciemment dans la tête. Mobutu est le libérateur du peuple congolais. Sakombi Inongo, le ministre de l'information de Mobutu, va aller jusqu'à mettre la photo de Mobutu dans les nuages. On va voir le visage de Mobutu dans les nuages, dans le ciel, tous les soirs avant la sortie du journal. Ce qui va faire que les petits enfants qui jouent dans la rue, qui voient apparaître le président dans le ciel, vont se dire qu'effectivement le président a des pouvoirs magiques, est un
est un dieu sur terre en réalité. Et de là va commencer, les musiciens aussi vont commencer. Les musiciens vont faire plein de chansons à la gloire de Mobutu. Les gens vont commencer à dire que Mobutu ne va jamais mourir. Pas ne va jamais mourir. Mobutu, c'est le héros national. En fait, j'exagère même pas. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je veux toucher un autre point crucial des Africains. Les Africains aiment trop les messies. Toujours, nous, on attend un héros, on attend quelqu'un qui va venir redresser la situation. Les gens encensent, les gens passent leur temps à mettre beaucoup d'engouement sur une personne, 2 personnes. Comment dans un pays, tout le monde, bon je dis tout le monde pour généraliser, mais comment dans un pays, tout le monde peut avoir l'impression qu'il y a une seule personne qui a la solution au problème du pays. Nous aussi, réfléchissons un peu entre nous là, quand on discute comme ça entre nous, on est là sur cette chaîne Koumen, c'est que la vérité. Entre nous, comment est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce qu'on peut avancer si on pense qu'il y a toujours une seule personne qui a la solution à nos problèmes? Je prends un cas simple. Dans mon pays, au Burkina Faso, Thomas Sankara. J'affectionne beaucoup Thomas Sankara. Quand il est décédé, on n'a plus rien eu. On était foutus. Et c'est ça le problème des Africains. À force de dire qu'une seule personne a la vérité là, le jour où la personne disparaît, on est foutus. En Afrique, plus largement, c'est la faute aux Africains aussi de toujours croire à l'arrivée du Messie. Mais bon, bref, on continue sur Mobutu. En fait, c'est des trucs qui méritent. Et un jour, des étudiants qui en ont marre de la situation économique et sociale du Zaïre vont commencer à protester contre le gouvernement de Mobutu. Il va donc fermer l'université. Il paraît qu'il y aura énormément de morts. D'autres analystes disent qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de morts. Bref, à ce sujet-là, comme c'est bizarre, moi j'ai préféré ne pas vous donner de chiffres. Mais en gros, il ferme l'université et il prend les 2000 étudiants de l'université. Il les met tous dans l'armée. C'est incroyable. Donc dès que tu parles un peu seulement, on te met dans l'armée. C'est chaud. À un moment, il y a un autre coup d'État encore qui sera déjoué par Mobutu. Et après ce coup d'État-là, il y a 13 officiers supérieurs qui seront exécutés directement. Major des forces armées zaïroises coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation. Les condamne en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. Prononce une peine unique, la plus forte, soit la peine de mort. Au général, je suis innocent. Mon chef m'a blanchi et j'ai introduit mon recours en annulation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon général. On va aussi commencer à raconter que Mobutu, bon, c'est un sorcier, il boit du sang, etc. Bon, honnêtement, moi, à ce niveau-là, moi, je préfère ne pas trop m'avancer parce que je trouve que c'est un peu de la diabolisation. Mobutu qui boit du sang, qui mange de la chair humaine, etc. Toute cette parenthèse-là, moi, si vous voulez en savoir plus, c'est mieux de faire d'autres recherches. Moi, j'en parle pas parce que c'est des trucs bizarres. Mais il y a d'autres choses quand même qui seront dites cette fois-ci par ses collaborateurs aussi et tout. C'est que Mobutu couche avec beaucoup de femmes, ça c'est connu, il a eu beaucoup d'enfants, etc. Mais Mobutu aime coucher avec les femmes de ses collaborateurs. D'aucuns disent que c'est pour affaiblir ses collaborateurs parce que lorsque tu sais quand même que ta femme a couché avec ton boss, ça t'affaiblit. Tu n'as plus d'estime par rapport au boss. Tu te sens vraiment faible par rapport au boss. Et donc ça, c'est une des raisons qui a été évoquée. L'autre raison, ce serait qu'il couche avec ces femmes-là pour créer un lien, pour avoir des informations confidentielles sur ces hommes-là. Parce que les hommes racontent tout à leurs femmes généralement. Et donc, leurs femmes qui couchent avec lui peuvent lui donner des infos, etc. Bref, cette parenthèse-là aussi, sexuellement parlant, là, moi, je ne maîtrise pas trop, donc je mets de côté. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Mobutu a fait beaucoup de choses très discutables, mais Mobutu a aussi fait des choses quand même bien. J'en ai pas beaucoup parlé, mais sous Mobutu, le Zaïre devient un pays vraiment important. Il va par exemple chasser tous les propriétaires, ou en tout cas la grande majorité des propriétaires belges qui ont reçu leurs terres de la colonisation et les esclavagistes, pour confier ces terres-là à des Congolais. Il va quand même aussi participer à la formation de grands cadres au Congo. Comme je le disais aussi, c'est Mobutu qui va redonner quand même une fierté, une dignité au peuple zaïrois. Parce qu'à l'époque du Zaïre, le Zaïre était un pays très très important dans le monde. C'était des gens qui avaient de la fierté, c'était des gens qui ne se laissaient pas marcher dessus. C'est pas comme aujourd'hui, les Congolaises, les pauvres qui se font violer. Il y a trop de choses qui ne vont pas au Congo aujourd'hui.
ça n'avait pas lieu à l'époque du Zaïre. Les enfants qui sont dans la rue, on les traite d'enfants sorciers, etc. Il n'y avait pas ça au moment de Mobutu. Mobutu va également faire en sorte que le Zaïre soit un pays plus attractif en organisant les élections, je pense, Miss Europe au Zaïre. Miss Europe au Zaïre. Il va faire venir les Européennes là, elles vont aller dans des endroits très beaux au Congo, prendre des photos, ça va vraiment booster le tourisme. On va avoir en fait un Zaïre qui donne envie aux gens de venir. Il y aura des étudiants d'Afrique qui vont venir étudier dans les universités du Zaïre, etc., etc. Donc Mobutu ne fait pas que des mauvaises choses. Je tiens à le dire, les dictateurs ne font pas que des mauvaises choses. C'est juste que la quantité de choses mauvaises qu'ils font là, c'est quand même pas négligeable. Il y a aussi le fait qu'il va organiser, toujours dans la dimension vraiment de rendre le Zaïre plus attractif, il va organiser le plus grand combat de boxe jamais organisé d'après les grands adeptes de la boxe. C'était le combat Mohamed Ali contre George Foreman. Et pour finir, sous Mobutu au Zaïre, un Zaïre, la monnaie était égale à 2 $ américains. Ce qui montre en fait finalement que le Zaïre, c'était pas de la gnognotte à l'époque. C'est aussi grâce à ses investissements dans le foot qu'en 1974, le Zaïre gagne la CAN et devient le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. En ce moment-là aussi, les gouvernements du monde entier veulent que Mobutu soit leur allié. Parce que Mobutu est stratégiquement trop important. Par exemple, les Occidentaux sont obligés de le soutenir parce que c'est le rempart idéal contre le communisme en Afrique. Le Congo est au centre du continent. Et l'influence de Mobutu est telle qu'il arrive à bloquer le communisme même dans d'autres pays parce qu'il finance aussi plein de personnes dans d'autres pays. C'est ce qu'on ne dit pas. De l'autre côté, il y a les puissances, pas trop puissances, là, les petits États qui veulent gratter les ressources minières, les contrats miniers, etc. Qui invitent Mobutu, qui discutent avec lui afin de trouver des bons contrats, des contrats juteux. D'ailleurs, pour appuyer ma thèse selon laquelle c'est pas parce que vous êtes un dictateur que vous pouvez pas être nationaliste. Parce que souvent, quand on parle de dictateur, les gens disent « Oh non, mais lui, il est juste nationaliste. » Tu peux être nationaliste et puis être un dictateur. Mais en tout cas, Mobutu va prendre position contre Israël, qui était son partenaire par les États-Unis, sur la position de la Palestine. Alors qu'à l'époque, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui prennent position contre Israël. Mobutu, lui, va prendre position contre Israël. Parce qu'il va considérer que la volonté d'Israël de prendre le territoire palestinien est un problème de colonisation, tout simplement. Que les mots soient dits. J'espère que YouTube ne va pas censurer ma vidéo à cause de ça. En juin 1983, Mobutu se fait nommer maréchal de l'armée suite à des troupes qu'il a réussi à gérer, etc. Et son service de sécurité prend de plus en plus de force. Il y a quelque chose qui est vraiment incroyable dans la période de Mobutu, c'est que le service de renseignement du Zaïre, c'est efficace, c'est efficace. Et donc, Mobutu, qui continue sa petite route de dictateur, a déjà fait 25 ans au pouvoir. Mais là, malheureusement, le maréchal va se retrouver face à un problème qui va être très, très, très dur à gérer et qui va malheureusement conduire à sa chute. Ce problème-là, il arrive avec la chute de l'URSS. C'est bizarre, mais en fait, avec la chute de l'URSS dans les années 89, on a la fin de la guerre froide. Parce que le mur de Berlin tombe et l'URSS aussi s'effondre. Donc il n'y a plus de guerre froide. Les États-Unis ont gagné, le bloc de l'Ouest a gagné. Et donc on n'a plus besoin véritablement de financer Mobutu pour lutter contre un communisme qui n'existe plus finalement. Et donc ça revient trop cher à la CIA et à l'État américain de continuer de soutenir les caprices, de soutenir Mobutu tout simplement. Donc ça devient compliqué. Du coup, les États-Unis vont commencer peu à peu à lâcher Mobutu. Et donc, en ce moment-là, le stratège se rend compte que il est en train de perdre ses alliés. Et donc, il va changer de politique interne afin que la population se rallie à lui. Du coup, après tout ce moment-là de politique unique, pendant les élections, il y a un seul candidat. Il n'y a qu'une seule façon de voter. Tu as un bulletin vert et tu as un bulletin rouge. Le bulletin vert, c'est Mobutu. Le bulletin rouge, je cite, le bulletin rouge, c'est la provocation. C'est ce que lui-même il dit. Le bulletin vert, c'est Mobutu. Le bulletin rouge, c'est la provocation. C'est comme ça qu'on votait aux Zaïre. Un candidat, bulletin vert, bulletin rouge. À toi de décider. Donc, Mobutu va laisser tout ça pour dire que oui, il a compris le peuple congolais. Il faut savoir se remettre en question quand on est un bon leader. Et de ce fait, il décide de remettre en place les partis politiques. S'ils veulent, ils ont le droit d'exercer. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise
ce qu'ils pensent du fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? Telle était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Malheureusement pour lui, Mobutu tombe malade. Il a donc moins de force pour gérer les affaires courantes. Et vu qu'il a maintenant permis l'opposition, il y a des gens qui vont commencer à sortir de l'ombre. J'ai nommé un certain Kabila, dont on va parler dans la deuxième partie. Parce que oui, il va falloir que je vous donne plus de contexte sur le fait que les États-Unis vont soutenir le Rwanda, sur l'Ouganda, le Rwanda qui vont s'allier pour faire tomber Mobutu en complicité avec des leaders politiques congolais. Et donc, ça va créer une guerre civile, etc. Bon, mais on va devoir s'arrêter là pour cette partie de la vidéo parce que là, quand je regarde comme ça les rushs, on est quand même long. La vidéo risque d'être trop longue. J'ai pas envie de vous surcharger d'informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Mobutu est tombé malade. Les États-Unis soutiennent le Rwanda. Et l'Ouganda et le Rwanda vont se mettre ensemble avec des leaders sortis de l'ombre au Congo pour faire tomber Mobutu. Retenez ça pour la suite. Parce que même ce qui va être très important de comprendre aussi dans cette partie du contexte sur le Rwanda, Ouganda, Congo, c'est que ça va nous permettre de brosser un portrait rapide de la situation dans ces années-là pour pouvoir mieux comprendre lorsqu'on va aborder la guerre du Rwanda ou bien l'accession au pouvoir de, par exemple, Idi Amin Dada, Museveni. On va essayer de voir. Entre l'Ouganda et le Rwanda, je ne sais pas par lequel commencer. J'aurais tendance à commencer par l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une sorte de chronologie Congo ou Ouganda, puis maintenant le Rwanda pour bien explorer la guerre, pour bien comprendre ce qui s'est passé avec le génocide rwandais, etc., etc. Bon, je parle trop pour quelqu'un qui est en train de clôturer la vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect. Likez, partagez, abonnez-vous. On s'attrape dans la prochaine partie. Ciao.